Aujourd'hui, c'est presque la rentrée. C'est déjà la rentrée pour pas mal de gens. Mais moi, je préfère retarder l'été et on va un peu aussi anticiper. Aujourd'hui, on cause des furtifs d'Alain Damasio. Les furtifs, c'est ce roman. C'est la sensation de cet été, si j'en crois les réseaux sociaux. C'est le 3e roman d'Alain Damasio, le premier que je lis. Pour une raison simple. J'ai hésité à prendre surtout l'Art du Contrevent en poche, parce que j'aime bien les poches. Et puis, puisque tout le monde disait que Les Furtifs est un bijou et que je lisais des nuances sur les autres, je me suis dit autant commencer par les bijoux, on verra après si on veut prolonger. Et bien la réponse est que je ne sais pas si je veux prolonger. Et que ça va être un peu le bazar, comme d'habitude, parce que c'est un gros roman, il y a pas plein de choses à en dire. Et c'est un peu compliqué. Donc, Les Furtifs Damasio, donc aux éditions de La Volte, en 2019. Bon, c'est de la science-fiction, d'anticipation. C'est pas possible de dire si le roman est vraiment un roman gros volume, j'ai hésité, et puis là je l'ai vite fini pour pas le remettre dans la valise. Impossible de lire ça dans le métro, ou alors vous n'avez pas les autres que j'ai dans mon sac à main. Plus les copies, plus le reste. C'est impossible de dire s'il s'agit d'un roman utopique ou dystopique. Clairement, et c'est une volonté de Damasio. C'est expliqué dans pas mal de ses interviews, qui veut montrer la dystopie, mais aussi les moyens de résister à cette dystopie. Et en même temps, on a quand même un récit, puisque c'est grosso modo l'histoire de 2 parents. Je viens de finir le roman, j'ai oublié leur prénom. Sahar, la mère, et Larco. Ah non, mais moi, c'est Lorca. Je confonds avec Largo de Largo Winch. La honte. Qui se sont réveillés un matin, passé par l'exa début du récit, et puis leur petite fille, donc Tishka, je ne me trompe pas cette fois, a disparu. Et ils la cherchent. Donc ça, c'est vraiment le fil de l'intrigue. Et cette intrigue se noue, en fait, par dès le début, l'ouverture du roman, Lorca rejoint et est accepté dans une équipe de chasseurs de furtifs, et on découvre peu à peu ce que sont les furtifs, qui sont des entités assez mystérieuses, des animaux aux capacités physiques, on va dire fantastiques. Et donc on découvre au fur et à mesure du récit, mais très vite, que sa fille a disparu, que cela a explosé son couple, que d'abord Sahar est persuadée qu'elle est morte, mais que Lorca ne peut le croire, et donc c'est le début du récit. En gros, c'est la mise en place de cette situation, donc la recherche de la petite fille. Allez, je commence à spoiler. Son hybridation, en fait, il la retrouve, elle est hybridée avec un furtif, enfin elle est devenue furtive, et cela est en même temps noué avec une intrigue politique autour et en analogie avec l'espèce animale des furtifs, c'est-à-dire que il y a des mouvements de résistance au monde dystopique met en place Damasio. Et ces mouvements sont déjà, on va dire, sympathiques à ce couple, puisque par exemple Sahar est proférante, donc des profs qui sont dans des écoles populaires, mais en fait en plein air, et qui sont... ça m'a pas mal plu. Je me suis bien vue là, comme ça, tac, à faire des cours. Ils rejoignent en fait des mouvements de dissidence politique clairement de gauche, sur le modèle autogéré anarchiste que l'on a pu voir à Notre-Dame-des-Landes, qui est très rapidement cité, etc. On sait que Damasio a été à Notre-Dame-des-Landes. Il le dit, hein. C'est pas moi qui l'ai pisté. Et donc par
Le roman va vers une utopie furtive et autogérée, en gros. Bon, j'en ai pensé plein de choses, et plein de choses assez contradictoires. Or, le format du livre, que vraiment je trouve pénible. Et alors, je dois avouer, c'est dommage, j'ai oublié d'écouter avant de vous causer. On a une carte dans le livre, et on peut trouver ça. Ils ont fait avec Damasio et Yann Péchin un album, on va dire, inspiré du roman à télécharger. Bon, voilà, j'irai voir, enfin j'irai écouter. Bon, c'est un roman sur... au-delà de l'intrigue du récit, c'est un roman qui est globalement un roman sur le langage et sur le son. Parce que les furtifs ont communiquent et se métamorphosent, notamment grâce au son et à ce qui est appelé un frisson, donc qui leur est assez caractéristique. Et cela amène nombre de jeux de langage et de sonorité tout au long du roman. Donc ça, c'est vraiment un axe hyper important, en plus de l'anticipation politique, urbaine. Et du côté l'anticipation urbaine, ben, ça marche pas mal. On a alors des choses, je ne sais pas s'il a été un lecteur, s'il est un lecteur Damasio, donc de David Foster Wallace. En tout cas, dans Infinity Comédie, les années sont achetées et sponsorisées par des marques. Dans Les Furtifs, ce sont les villes. Et ça, c'est des trucs qui plaisent beaucoup. C'est largement mentionné dans les interviews de Damasio, dans les médias de gauche, par exemple, sur Mediapart, etc. Donc, je pense vraiment aux interviews vidéo. Je ne trouvais plus le mot. C'est de voir comment l'accès aux villes se fait dans des villes donc privatisées, se fait sur abonnement. Avec un standard, un premium, des accès privilèges, etc. Ce qui entre complètement dans les politiques, enfin dans les questionnements actuels sur la gentrification, la privatisation d'espaces, notamment des impasses et des petites rues. On le voit beaucoup dans des villes comme Paris ou Bordeaux, donc des villes que je connais, des impasses qui sont maintenant fermées. Les traboules lyonnaises sont finalement aujourd'hui peu accessibles. Elles sont souvent fermées. Elles ne l'étaient pas. Donc, en fait, les espaces sont privatisés puis sont retirés du commun. Et on est effectivement dans cette réflexion sur le privé néolibéral, l'État qui le nourrit et le protège et qui le permet, avec d'un autre des résistances sous la forme, non pas de la ZAD dans le roman, mais on a un calque de ce modèle avec, je crois que c'est la GAD. Donc voilà, des zones autogérées à défendre, etc. Sur les modèles anarchistes actuels. Alors j'ai pas mal de choses à dire et à redire en fait. Et ça va un peu contrevenir à ce que j'aime bien faire dans ces vidéos, à savoir prendre un axe, si possible positif, et le tirer. Voilà. Même sur Schopenhauer, j'avais essayé de montrer en quoi ce qui me semble être une idiotie de Schopenhauer, donc cette espèce de misogynie absolue, mais finalement est intéressant, et j'avais justement montré comment pas mal d'analyses de Schopenhauer sont partagées en fait par les féministes, je sais pas, marxistes par exemple, matérialistes, enfin. Mais les conclusions sont par contre pas du tout les mêmes. Là, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont déplu, et en fait je suis vraiment restée du côté formel du roman, parce que alors, ce qui va toucher des questions politiques, mais finalement assez peu. Grosso modo, ce qui m'a le plus gêné dans ce roman, donc vraiment d'un point de vue formel, stylistique, littéraire, c'est que Damasio a essayé de faire un truc que je trouve hyper intéressant, mais je trouve que c'est raté, ou à nuancer, ou pas assez abouti. C'est-à-dire qu'il a mis en place une narration polyphonique, c'est-à-dire avec une narration à la première personne de la part de plusieurs personnages. Alors au niveau des personnages, c'est quand même... ceux-ci sont diversement campés, et le personnage de Lorca, bon, je suis désolée, mais physiquement, et j'aime pas connaître le physique des auteurs pour ces raisons-là, mais enfin, physiquement, il ressemble pas mal à Alain Damasio lui-même, c'est un petit quadrat, enfin, il est pas très fort, mais il a fait du sport et ça va mieux, enfin... Et c'est le personnage qui aura le plus de profondeur dans le roman. Bon, voilà, il lui ressemble pas mal. C'est aussi celui qui a le plus d'espace de parole. Et c'est celui qui est le plus réussi.
Alors, bon, voilà, le fait qu'il ressemble à Damasio lui-même m'a un peu fait rigoler. Ou en tout cas, ce que je projette de Damasio quand j'ai pu écouter un interview. Et ce sont des interviews qui m'ont donné envie de le lire, mais qui m'ont aussi un peu... voilà. Voilà, j'avais envie de le lire, mais enfin, j'étais pas sûre. Bon, ben... Voilà, il ressemble un peu trop. Bon, et après, pour le coup, les autres personnages ne sont pas forcément aussi bien campés, et notamment le personnage de Sahar, donc qui doit être plus ou moins la femme de Damasio, ou une projection idéale, évidemment, fictionnalisée de la femme de Damasio. Mais en fait, je ne veux pas savoir dans quelle mesure les personnages ressemblent à des personnages réels, mais ça marche pas. Ça marche pas sur plein de moments, notamment alors quand le personnage de Lorca voit le personnage de Sahar, donc après la rupture, etc., qui la retrouve, c'est un personnage idéalisé, typifié, bon, elle est parfaite, Sahar, en fait, quoi. Elle est très classe, très élégante, quand elle arrive, ça fait beaucoup d'effets, me fait rire à l'agrégé de lettres. Bon, là, pour le coup, c'est ma projection personnelle qui a interféré, hein. Euh, Mais bon, ouais, cette espèce de fantasme. Et alors, on n'a pas non plus la fameuse scène, le trope, hein, ultra cliché du personnage féminin qui se regarde nu dans le miroir en se décrivant. Genre auto-objectification pour la description, ça fonctionne pas. On n'a pas ça. Merci. Mais bon, voilà, on a cette espèce d'idée d'un personnage quand même, moi que j'ai trouvé assez froid, finalement, même si c'est un personnage qui dans l'action est chaleureux et proche de sa famille, etc., mais qui est rendu froid par cette espèce d'idéalisation qu'elle-même, enfin, dont le personnage elle-même serait conscient et mettrait en place. Bon. Et dont tous les personnages seraient conscients parce que le personnage de Saskia, qui est un autre personnage féminin, bon ben voilà, finalement serait un peu complexé quand elle la rencontre, en disant oh ben je suis pas au niveau. Bon je caricature, hein, mais ce sont vraiment Voilà, alors, voilà, donc pas le personnage féminin, et alors bon, il y a aussi un personnage trans, mais enfin là, je préfère pas m'avancer parce que je risque de dire des conneries, je suis pas assez au point pour parler des personnages non cis. Mais voilà. Les personnages ressemblent un peu trop à la représentation qu'on peut se faire de l'auteur et de ce qu'on en sait. Bon, c'est un fait. Je sais pas, ça me dérange pas chez Proust, par exemple, mais bon, voilà. Mais c'est pas non plus la même persona. Et puis bon, ben voilà, le personnage féminin, oh là, c'est lourd. Oh, c'est lourd. Et formellement, la polyphonie mise en place par Damasio fonctionne pas très bien. Parce que, alors, donc ce projet, politiquement et esthétiquement, c'est hyper intéressant. Faire des narrations collectives, j'adore ça. Le bateau-usine, des ordres de Kaplan, le Poponax de Wittig, vous savez que j'aime ça, vous savez que c'est un truc qui me plaît. Mais justement, là, ça marche pas bien. Parce que, par les jeux de première personne, clairement, il n'arrive pas... Enfin, ou plutôt, bon, on va dire le récit, hein, pour pas parler... de l'auteur, que je trouve plutôt sympa. Euh, mais il y a quelque chose qui sonne méga faux. Alors déjà, c'est pas facile à lire parce que alors la narration collective, par exemple dans le Poponax de Monique Wittig, c'est une narration qui est justement très bruissante et qui passe d'un personnage d'enfant à un autre, puisque ça montre, plutôt ça met en scène, en récit, en voix exactement, en bruissement, un groupe d'enfants dont une en fait, Catherine, se distingue quand même un peu des autres, mais c'est un groupe d'enfants qui grandit comme ça. Alors c'est de la narration quand même assez expérimentale, hein, ça désarçonne pas mal hein, à la lecture, le Poponax. Mais je trouve que ça marche quand même vachement bien. Le bateau-usine, c'est directement le groupe, on passe d'un personnage à l'autre et on n'a pas une narration expérimentale, donc c'est plus facile d'entrer dedans. Là, je trouve que les alternances de première personne, c'est pas facile parce qu'elles ne sont pas annoncées, elles ne sont pas tellement distinguées. Alors, il y a des signes diacritiques qui entrent enfin, il y a une volonté de différencier les personnages, et je trouve pas que ça marche très bien parce que on a une polyphonie, mais pas un vrai dialogisme. Le dialogisme, c'est la confrontation non seulement de voix différentes, mais de points de vue différents. Et là, en dehors du fait du couple... alors, je caricature,
mais du couple, est-ce que la petite Tishka est morte ou vivante, est-ce qu'il faut ou pas la chercher? Il n'y a pas tellement d'opposition, par exemple idéologique ou politique, enfin, ils sont quand même à peu près tous d'accord, et du moment ils s'entendent pas trop, mais à la fin, bon, globalement, on va vers un accord entre les personnages. Et ça fait que pour les distinguer, puisqu'il n'y a pas, dit-il, ou je sais pas, journal de bord de Sahara, enfin, des processus de ce genre-là, hein, ou des typographies différentes. Enfin, il y a des jeux de typographie, mais pas tellement pour différencier les personnages en soi. Donc vraiment, je veux dire passer de Times New Roman à Arial, enfin un truc comme ça, je donne des exemples au hasard. Mais le changement va se faire en fait par un changement globalement de registre, de niveau de langue et de type de vocabulaire, donc, qui est accentué par des signes diacritiques. Donc les signes diacritiques, ce sont des signes... Donc, je sais plus si la ponctuation, on ne trouve pas dedans, oui je crois. Mais c'est aussi la rota sur le N en espagnol, des signes comme ça. Donc ils vont s'ajouter, s'intercaler dans les récits. Donc on a des parenthèses parfois au milieu des mots, ou des parenthèses en exposant, des choses comme ça. Donc j'ai pas trop saisi le fonctionnement en détail. Donc là ça doit être parce que je suis un peu conne. Mais en tout cas on voit bien que ça spécifie tel ou tel personnage et que ça permet des rythmes. Et que globalement, donc, les rythmes changent et les niveaux de langue changent. Le personnage de Saskia, par exemple, donc une chasseuse de furtifs, a un niveau de langue quand même très argotique. Très marqué comme ça, on va dire, entre l'argot, ce qu'on peut appeler quand on a 45 ans, le parler de Jones, voilà. Avec des mots comme ça un peu hybrides, un peu dans l'air du temps, donc plus anciens. Et je trouve que ça marche pas. Je trouve que stylistiquement ça fonctionne pas, que ça... Des fois c'est marrant, des fois ça crée des formules, mais globalement je trouve que ça marche pas. Et ça a même été parfois pénible à lire pour moi. J'ai vu la tweeteuse Mélusine épingler le passage notamment où Lorca, qui s'est caché, est hébergé par un maghrébin qui lui dit viens l'ami, viens dans ma casbah. Ça marche pas, mais c'est ringard et c'est raciste, enfin, ça c'est pas possible. Personne n'écrit comme ça, enfin, personne parle comme ça. Aujourd'hui, enfin, donc encore moins dans un roman d'anticipation, ça fonctionne pas. Et ça fait un effet plaqué. Et ça donne l'impression qu'en écrivant, l'auteur s'est fait plaisir, que ça l'a beaucoup amusé, mais je trouve que ça marche pas. Alors stylistiquement, c'est pas facile de l'expliquer, mais ça passe notamment par l'accumulation. Il y en a trop. Il y en a trop. Par un truc qui aurait pu être intéressant, mais je trouve qu'il ne fonctionne pas ici, c'est-à-dire avoir des vocabulaires, donc des lexiques qui ne fonctionnent pas entre eux. Alors c'est mieux, je trouve, que d'avoir, je sais pas, parodié, ce qu'on appelle le pari de banlieue. Voilà. Mais d'avoir quelques mots qui viennent de là, d'autres d'argot, d'autres parfois inventés. Bon, ça pourrait marcher super bien. Ça marche chez Céline, ça marche. Mais là, ça marche pas. Là, il y a un truc qui fonctionne pas, et je pense que c'est la suraccumulation qui fait que ça ne fonctionne pas. Il y en a trop. Il y en a trop, et je pense que ça va aussi avec le fait que les personnages en première personne, en dehors du personnage de Lorca, ils fonctionnent pas vraiment. Enfin, moi j'arrive pas à entendre leur voix. Enfin, donc, j'ai vraiment l'impression d'entendre quelqu'un qui les imite. Mais pas de les entendre eux. Et ça passe en fait, et donc c'est cet effet comme ça stylistique de suraccumulation, parfois trop lyrique ou trop argotique, donc trop marqué, ce qui est nécessaire pour ce jeu polyphonique, pour qu'on les distingue, sinon c'est pas qui cause, hein. Mais voilà, et souvent trop oral. Alors qu'il y a cet effet très bizarre, c'est de la première personne, mais c'est pas du flux de conscience. Donc ça fait que les descriptions en première personne vont être très longues, ce qui est nécessaire dans un récit de science-fiction pour faire passer les informations. C'est la problématique du paradigme absent de Marc Angenot, j'y ai déjà fait référence. Comment on introduit des informations comme ça? Ça passe par souvent les dialogues, la description du narrateur, et là ça passe par cette première personne. Je trouve pas ça très adroit. Donc voilà, ça pour moi vraiment ça fonctionne pas. J'aurais bien plus aimé un roman en troisième personne,
avec peut-être un personnage en première personne, puisque Lorca fonctionne pas mal, mais avec beaucoup plus de troisième personne, ou alors des procédés comme, je sais pas, le mail, l'appel téléphonique. On n'a pas d'appel téléphonique dans ce bouquin, des choses comme ça. Alors par contre, on a plein de dialogues, mais pas avec ces descriptions en première personne intérieure. Elles ne fonctionnent pas. À mon avis, c'est vraiment une erreur d'écriture, quoi. Et c'est dommage parce que le reste est chouette, le récit est chouette, et la grande force de Damasio, c'est de mettre en place un monde, donc à la fois dystopique et utopique, à la fois ce qui va enfermer et les moyens de s'en libérer, mais faut que j'y croie un peu plus, quoi. Voilà, faut que j'y croie un peu plus. Alors dans les choses que j'ai vraiment aimées, donc il y a toute cette urbanité, cette mise en place d'une ville, ça fonctionne pas mal. Un peu comme dans le bateau-usine, on a, pas une grève, mais une occupation ratée avant une occupation réussie. Bon, le bateau-usine, elle n'est pas là tout de suite. Mais ça, c'est pas mal, parce que ça montre, voilà, c'est pas trop facile, il faut du temps, il faut de l'organisation, comment ça peut passer. Bon, idéologiquement, c'est peut-être trop marqué pour du récit. C'est pas facile, hein, le paradigme absent. Bon, voilà. Hein, le post-scriptum aux sociétés de contrôle de Deleuze, si vous l'avez pas lu, ça sera tout comme. Hein. Et le panoptique, etc. Bon, donc c'est trop appuyé. Les personnages sortent des grands discours politiques et pour expliquer ce qu'ils font, etc. Je pense que ça pourrait être sacrément allégé, qu'il faudrait vraiment ratiboiser dedans pour que ce soit plus mystérieux, pour que ça sente pas la théorie, quoi. Mais plus l'histoire, on veut de la littérature. Mais après, bon, c'est super intéressant, et si vous n'êtes pas sensible à... Vous ne connaissez pas ces théories, ça sera super, comme ça vous avez des fiches, quoi. Donc ça fonctionne diversement. Bon, alors pour moi, ça fonctionne moyen. Et en même temps, bien sûr, voilà, ça appuie le récit, et pourquoi ça, c'est comme ça, etc. Disons que le monde qu'il met en place est super, mais il n'a pas besoin de nous le démontrer. Il devrait se suffire à lui-même. Donc il faut enlever les échafaudages, il faut enlever les étés, il faut couper tout ça pour gagner en autonomie littéraire. Et pas seulement en autonomie politique. Bon, politiquement, après, il y a de grandes erreurs. Il y a vraiment des trucs qui sont immodestes. Par exemple, le personnage de Lorca, c'est lui qui finalement décide de la façon dont l'autogestion va se dérouler. Super. Il a tous les anards de l'Europe qui sont arrivés là, mais ils n'arrivaient pas à organiser eux-mêmes leurs propres élections et leur propre fonctionnement. Heureusement que ce type arrive. Non mais... Ça, c'est tellement pas modeste, quoi. Voilà, et puis parce que, hop, il arrive et bim, le quadra, White Savior, le mec était... Enfin, hétéro. Je suis désolée, hein, je reprends du vocabulaire politique hyper normé, mais vraiment, c'est naïf, quoi. Ça, c'est vraiment naïf. Politiquement, il fallait dégager ça, il fallait que ce soit un autre personnage. Et puis qu'ils disent... Enfin, quelque chose comme ça, mais politiquement, c'est vraiment quelque chose qui heurte les militants. Et moi, je suis même pas une militante, je suis une observatrice. Mais... ouais, il y a les bingos Twitter qui sortent, quoi. Là, il n'anticipe pas le regard qu'on va avoir dessus en tant que militant. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça aurait pu gagner en allègement. Et c'est un récit qu'il mérite. Et qui mérite d'être lu. Donc j'ai vraiment adoré la ville. Alors, au niveau du vocabulaire, il y a... Voilà, donc la façon dont les personnages sont campés et par leur lexique me paraît globalement assez lourde. Mais les idées... En fait, grosso modo, les idées m'ont beaucoup plus plu que le récit. Ce que sont les furtifs, en plus, avec ressources naturelles, littérature, etc. Je sais pas, je risque de faire un papier là-dessus, quoi. L'hybridité des furtifs, comment leur mode de fonctionnement, leur éthologie, etc. C'est top, c'est hyper intéressant, c'est hyper novateur, disruptif. Mais en tout cas, ça bouge, c'est sympa, c'est chouette. Et donc ça, je vous laisse le découvrir parce que vraiment, ça m'a plu. Il y a une progression du récit, il y a quand même un attachement qui se met en place. Même si je les trouve un peu essentialistes, même si je m'y retrouve pas, ça fonctionne et je pense que ça fonctionnera beaucoup mieux sur d'autres personnes que sur moi-même. Bon, le lyrisme politique, on sent... Je suis désolée, je vais dire des choses que j'aime pas. On dirait Le vent se lève ou Lundi matin dans tout ce que je déteste sur ces médias. Je ne crois pas que le lyrisme politique soit un truc qui fonctionne, en tout cas quand on atteint ces outrances-là. Grosso modo, Lundi matin, j'aime bien jeter un œil. Le vent se lève vraiment me fatigue. Mais je crois que la politique, pour fonctionner, doit être claire et qu'on peut avoir des
des mots d'ordre de gauche qui font rêver, mais il faut qu'ils soient accessibles. Et trop de lyrisme fatigue. Et peut-être que là, on a atteint un système, je sais pas, postmoderne, trop ironique, mais faut alléger en politique comme en littérature. Mais il y a vraiment de super trouvailles. Et là où je trouve Damasio particulièrement fort, c'est pour les noms de toutes les inventions technologiques et les inventions technologiques elles-mêmes. Et ça, là-dessus, il est très proche de Philippe Cadic. Et sur ça, il m'a vraiment épaté. Et ça, c'est fait partie des choses que j'ai adorées. Bon, c'est partie de mes lectures aussi actuelles. Hein. Ça marche du feu de Dieu. Donc, c'est pas le langage en soi. Voilà. En fait, c'est la partie topique quoi, du roman qui m'a pas fait rêver. Quoi. Bon, voilà, on va réfléchir. Sur la partie dystopique, j'ai adoré. Bon, je dois être quelqu'un de super optimiste. Et là, je trouve que ça marche. Et en même temps, dans Les Furtifs, on est du côté de l'utopie. Et là, j'ai vraiment aimé ça. Grosso modo, tous les moments d'attendrissement m'ont fatiguée. Et c'est un peu ce que j'expliquais sur John Irving. J'aime chez John Irving que l'horreur, par exemple, soit contournée pour qu'on y revienne mieux avec une grande sobriété. Et c'est la sobriété qui m'a manqué. Ça vraiment, c'est un problème de dosage. Bon, après, voilà, hein, ça peut marcher très bien sur d'autres gens, c'est super, ça me va. Enfin, chez moi, pour moi, vraiment, ça a été compliqué. J'ai pas trop compris, on a des symboles de reconnaissance, des signes de reconnaissance qui sont indiqués ici. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est une jaquette. La jaquette, c'est quand on l'enlève, quoi, comme une veste. Je crois qu'on les retrouve un peu plus ou moins dans la typo, mais sinon, alors là, je crois que j'ai pas compris. Évidemment, le titre est à la fois un peu thématique, peut-être un peu rématique, donc un peu sur le genre, mais bon, c'est vraiment un titre thématique, mais en tout cas, donc, qui parle de ce qu'il y a dans le livre. Mais c'est aussi un programme, on va dire, politique et éthologique, et c'était assez chouette. Un début in medias res, donc en cœur de l'action, qui fonctionne vraiment pas mal. Et plein de passages que j'ai aimés. Hein. Vraiment plein de passages que j'ai aimés. Et d'autres où voilà, le côté expérimentation du langage, etc. me semble pas abouti. Vraiment pas abouti. Bon, après, vous savez, hein, moi je suis une mauvaise coucheuse. Hein. Voilà, donc dans le style... Alors, et parce que les formules un peu lyriques, elles sont souvent aussi semi-blagues. Et ça pose un problème politique et esthétique assez grave. Bon, par exemple, à chapitre 8, le titre c'est « Le sol peut attendre ». Voilà, pour le ciel, machin, mais donc justement, c'est un moment qui va se passer en hauteur. Bon, voilà. C'est pas mal, hein, mais c'est une blague. Alors, voilà, je dis ça en faisant des titres pourris, hein, donc, pour mes vidéos. Mais c'est peut-être cette question comme ça, peut-être que je sens un peu trop l'humour et la volonté. Peut-être que je me suis sentie trop tirée par le coude sur vas-y, rigole, vas-y, sois ému. Et un peu trop forcée dans ces émotions, ces états-là, pour être vraiment dedans. Oh oui, bah oui, là je vois pour annoncer l'album, 8 titres puissants inclus dans ce livre. Donc en fait, ils sont pas inclus dans le livre, il n'y a pas un CD avec. Il faut aller le chercher. Pour en faire vibrer toute l'intensité poétique. Sérieusement, comment on peut écrire ça sans rigoler, quoi. Enfin, là, on se prend vraiment trop au sérieux, quoi. Et oui, c'est un livre qui est poétique, mais peut-être que quand on est poétique, il faut vraiment le faire de plein pied, avec une certaine solennité, plus de rythme. Alors plus de rythme, c'est-à-dire moins d'accumulation, en prenant le temps pour vraiment permettre un peu plus de respiration au lecteur, quoi. Parce que ça, il y en a un peu trop, et puis d'autres choses qui sont trop longues. Donc c'est vraiment un avis en demi-teinte, et j'en suis vraiment désolée, j'aurais adoré le roman, c'est pas le cas. Mais bon ben, je crois qu'il faut plus le lire pour des raisons politiques que pour des raisons esthétiques. Mais ça veut pas dire qu'on s'éclate pas. Hein. Voilà, vous savez aussi que je suis une lectrice peut-être un peu trop chiante. J'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, j'ai tout divulgaché. Évidemment, on peut en causer. Je vous dis à bientôt.